très heureux de venir vous rencontrer ce soir. Vous parlez je crois d'une institution qui est devenue un peu très emblématique aujourd'hui de la mondialisation, une institution qui connaît un succès assez étonnant dans le monde entier. On construit, on inaugure des musées véritablement dans le monde entier. On investit beaucoup dans les musées, ce sont des projets qui coûtent très cher. Et encore cette année, vous allez voir très bientôt, Jean Nouvel va inaugurer encore un nouveau musée, un très grand musée, le Musée national du Qatar, prévu cette année, après avoir évidemment inauguré ce musée-ci. Je voulais commencer peut-être ce moment avec vous avec cette photo, cette image, qui a été prise il y a 4 jours. Donc c'est vraiment, vous l'avez peut-être vu sans doute. Elle est intéressante parce que évidemment on a là le Coran, la Bible et puis le pape et l'imam. Donc, et où est-ce que ça se passe? Ça se passe évidemment au Louvre, en l'occurrence le Louvre Abu Dhabi, autre grand projet de Jean Nouvel. Mais cette image évidemment elle vous dit instantanément en quoi le musée aujourd'hui est une institution voilà, qui répond à des enjeux évidemment on va dire branding, c'est un terme qui va revenir peut-être ce soir, c'est-à-dire de valorisation, de création d'une marque territoriale, d'une marque peut-être municipale, en l'occurrence là, la valorisation ou l'attractivité d'Abu Dhabi, de cet émirat. Et puis, c'est aussi une institution qui a toujours joué un rôle politique très éminent, très important, et qui est voilà, un acteur des relations internationales, comme le Louvre Abu Dhabi l'a été pour la France dans sa relation avec le Golfe, en l'occurrence les Émirats. Gardez bien en tête que le Louvre Abu Dhabi a fait l'objet d'un accord intergouvernemental. C'est pas le président du Louvre et son homologue ou le ministre de la Culture d'Abu Dhabi. C'est véritablement les deux gouvernements, les deux États qui ont signé un accord formel sur 30 ans pour créer ce musée. Donc voilà un petit peu, je voulais planter le décor comme ça, vous dire son actualité brûlante et finalement dans cette période voilà, presque rassurante et en même temps partir donc rapidement je vais vous dire voilà comment on va, vous savez, je vais me présenter à vous, d'où je parle, de qui je suis. Je voudrais faire un petit diagnostic de voilà, un état des lieux, pourquoi tant de gens vont dans les musées aujourd'hui, il y a 2-3 clés comme ça qui peuvent... Et puis, dresser avec vous, peut-être, ou esquisser avec vous ce qui serait une typologie des musées, et qui va nous emmener, évidemment, qui va nous faire voyager. Alors, voilà, vous dire d'où je viens, j'ai travaillé longtemps au centre Pompidou, à Paris. J'étais, après la brève présentation qui vient d'être faite, en rentrant du Canada où j'étais attaché culturel, je travaillais comme directeur des relations internationales de la région Pays de la Loire. Je vous le cite, si vous avez des questions, j'insiste, les collectivités territoriales aujourd'hui en France sont des acteurs très importants des relations internationales. Toutes les grandes collectivités, les métropoles, les régions, etc., ont une politique internationale dense, dans des enceintes internationales telles que vous connaissez peut-être, CGLU, etc., ont vraiment sont des endroits où on peut faire des choses avec des circuits de décision courts, avec des moyens. Donc ça, je vous le cite pour mémoire. Et j'ai travaillé ensuite au Centre Pompidou. J'ai passé près de 7 ans en charge des relations internationales du Centre Pompidou, des expositions, des grands projets internationaux du Centre Pompidou. J'en détaillerai 2-3 ici. Puis je reviens de 2 ans à Hong Kong. J'étais en charge, j'étais embauché par un grand groupe hongkongais pour y développer un projet de musée là-bas, un projet privé. Et je reviens, et là j'ai créé cette filiale internationale, une agence qui s'appelle Manifesto. Alors, voilà, au Centre Pompidou, je vais passer très rapidement, mais vous ayez en tête, le Centre Pompidou a la plus grande collection d'art contemporain en Europe, d'art moderne et contemporain en Europe. On a organisé des expositions. Je vous ai mis cette très belle affiche, parce que c'était en écho à l'accrochage des collections que vous aviez peut-être vues à l'époque, qui était de présenter tous les artistes femmes, et uniquement
les artistes femmes. C'était il y a 10 ans déjà. Donc il y a, voilà, c'était assez précurseur de beaucoup de débats qui sont maintenant vraiment sur la place publique. Les artistes femmes de la collection, et c'est une exposition qu'on a emmenée aux États-Unis, à Seattle, puis ici, au Brésil. Et c'était, je l'avais marqué parce que ça a été cette année-là, c'était quoi, 2013-14, cette année-là, l'exposition qui a été la plus visitée, on était à 5600 visiteurs par jour, des expositions thématiques dans le monde, donc, et ça avait été inauguré par la présidente du Brésil, c'était Dilma Rousseff à l'époque, qui avait évidemment un intérêt très personnel à montrer ce projet, en tout cas à l'officialiser. Donc voilà, ce qu'on faisait au Centre Pompidou, on faisait tourner la collection. Là, je vous mets ces trois au-delà du plaisir de revoir ces affiches, c'est la même exposition, et la même exposition qui a voyagé, d'accord? Donc à Milan, en Suisse et à Madrid. Donc, voilà, il y a aujourd'hui une diplomatie, en tout cas une économie de ces grandes expositions. Et là, c'était une autre exposition qui a voyagé beaucoup à partir de la fondation de Giacometti. Le constat, je vous ai dit, je voulais partir d'un diagnostic avec vous. Le diagnostic, voilà, je vais partir de cette image qui est assez parlante. Ceci est une photo de la nuit étoilée de Van Gogh, qui se trouve au MoMA. Alors je vais voir la nuit étoilée de Van Gogh, évidemment. Voilà ce qu'on trouve devant la nuit. On peut faire la même démonstration, évidemment, avec un certain nombre d'œuvres iconiques. Voilà, le constat qu'on fait là aujourd'hui, c'est pourquoi les musées sont à ce point une institution emblématique de notre époque, de notre temps. Très simplement, c'est l'institution qui incarne, qui s'incarne parfaitement dans notre époque, qui est celle des réseaux sociaux et de l'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait le blood, le sang qui irrigue les réseaux sociaux, ce qu'on échange sur les réseaux sociaux, c'est pas la page d'un livre qu'on a vu, c'est pas une citation de Shakespeare, c'est une image, c'est des images, des flux d'images. Et le musée aujourd'hui est véritablement le lieu, le dépositaire de cette culture de l'image. Il correspond, il incarne cette culture de l'image qui est la nôtre. Et qui est fascinante. Dès qu'on est en Asie, voilà, les gens communiquent par image. Et dans le golf, et c'est assez, ce qui est assez emblématique, c'est véritablement que le 19e siècle, qui a été le siècle des nations, lui a construit des bibliothèques. Bibliothèque nationale, on incarnait son pays, sa culture, dans une grande bibliothèque qui conservait la mémoire des écrits, des auteurs, etc. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes, quand vous allez en week-end, en vacances, en voyage, est-ce que vous allez visiter la grande bibliothèque nationale? Non, parce qu'on va pas se prendre en selfie dans des livres, on va pas visiter des livres. La lecture, c'est toujours solitaire. Là, le musée, lui, aujourd'hui, le musée sont des musées de culture visuelle, des musées qui présentent des œuvres visuelles, de culture populaire, sont des musées d'image. C'est-à-dire que le musée, finalement, peut-être commencer par là, nous affranchit de cette... depuis Babel, finalement, the curse of Babel, c'est-à-dire la malédiction de Babel, c'est que l'homme était condamné à ne pas pouvoir communiquer. Voilà, les langues, la multiplicité, l'infinie multiplicité des langues nous interdisait de communiquer. Or, aujourd'hui, on s'affranchit de cette malédiction, évidemment, grâce à cette civilisation de l'image qui s'incarne dans des musées. Alors, c'est le musée, ça c'est une image du MoCA. Il répond de façon peut-être très précise à une formidable évolution que vous avez sans doute étudiée par ailleurs, qui est celle de l'avènement du tourisme de masse. Ça correspond à notre époque, au-delà même d'un discours philosophique sur ce que serait
une époque de l'image, des réseaux sociaux. C'est d'abord, très concrètement, une industrie, celle du tourisme, qui croît de plus de 8% par an et qui est aujourd'hui on estime représenter 10% du PNB mondial. C'est-à-dire c'est l'équivalent de l'industrie pétrolière ou de l'industrie agroalimentaire. Comment on nourrit la planète, 10% du PIB mondial, comment on se déplace, et l'énergie c'est 10%. Le tourisme, les flux de personnes autour de la Terre, etc., les presque 100 millions de touristes qu'on accueille en France, etc., 10% du PIB mondial. Et finalement, ça correspond à cet avènement, c'est un tout petit peu ce que j'avais mis dans la présentation de cette conférence, ça correspond à l'avènement d'une classe moyenne. Mais je vous en prie, soyez la bienvenue. Déjà au cœur du sujet. L'avènement de cette classe moyenne mondialisée, chinoise, songez que la classe moyenne chinoise, on estime, dans les 10 ans qui viennent, représentera les 2 tiers de la population chinoise en 2030. Mais si vous dites les 2 tiers de la population chinoise en 2030, 1,5 milliard d'habitants en 2030 en Chine, on ne sera pas loin du milliard. Donc c'est déjà 6 fois les États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui marque l'appartenance à la... J'étais mal orientée, désolée. Pardon. Bizutage. J'y suis pour Donc, qu'est-ce qui marque le marqueur de l'appartenance à la classe moyenne? Et donc, c'est tout simplement ce temps libre et ce revenu disponible qu'on peut consacrer au loisir, tourisme et à la culture, divertissement, culture. Et quelle est l'institution qui vous permet quitte au point de rencontre de ces 2 dépenses, de ce temps libre et de cette volonté de se cultiver, c'est le musée. Donc quand on voyage, c'est pour ça que, vous êtes allé récemment voir les salles de la peinture italienne au Louvre, c'est presque angoissant. Il faut imaginer les 10 millions de visiteurs au Louvre dans un espace qui n'a jamais été conçu pour ça. Le Louvre a embauché les spécialistes d'aéroport de Paris en gestion des flux humains. Comment on fait pour gérer une telle... Voilà. Donc ça, c'est le... J'avais un autre chiffre génial, moi, qui me fascine, qui n'a rien à voir avec les musées. C'est 300 millions de skieurs en Chine dans les 10 ans qui viennent. Ça, je me dis, mon Dieu, les remontées mécaniques, ça va. Mais on s'éloigne de notre sujet. Donc, voilà, très simplement, quand je vous dis le Louvre aujourd'hui, cette culture, donc évidemment, le musée est d'autant plus l'institution idoine, idéale, c'est qu'il offre cette ambition de s'instruire, donc de s'éduquer, d'éduquer aussi ses enfants. Donc c'est un temps libre qui n'est pas perdu, mais qui est utilement employé, mais évidemment qui reste une forme de divertissement. À tel point que je passe rapidement sur cette... Vous avez ici, je voulais vous mettre cette image, elle est intéressante, c'est le Broad. Le Broad, c'est le grand musée privé qui a ouvert à Los Angeles il y a 2 ans. Privé puisque c'est la collection de Monsieur Broad. Comme on va avoir cette année à Paris, préparez-vous la collection de Monsieur Pinault qui va ouvrir en majesté au centre littéralement de Paris, dans Oral. Et bien, Monsieur Broad a fait déjà ouvert son musée à Los Angeles, juste en face du musée qui existait, qui était le musée d'art contemporain. Et avec cette œuvre de Thierrien, et quand on visite cette œuvre, elle est conçue pour, littéralement, elle répond à tous les critères qu'on vient de se donner, c'est-à-dire que les gardiens sont presque les metteurs en scène, vous dirigent, vous dites, attendez, le bon angle de vue, c'est indiqué au sol, ça va être là pour prendre le selfie et vous faire paraître, vous voyez, comme dans un décor de cinéma, c'est Los Angeles. Voilà, l'œuvre, elle est presque l'artiste l'a conçue comme ça, ou en tout cas le musée la récupère très très bien comme ça déjà. Voilà, donc les musées se sont adaptés. Ce qui est fascinant, c'est que ce musée-là, qui a ouvert il y a 2 ans, a une moyenne d'âge de 10 ans inférieure à l'âge moyen des visiteurs de musées en Amérique. Donc statistiquement, ça c'est fascinant. C'est comment ils ont fait, quel est leur martingale, comment ils ont réussi ce coup-là. Voilà, eh bien, ces réseaux sociaux. Ils fonctionnent uniquement sur
le bouche à oreille virtuel qui est celui des réseaux sociaux. Donc, l'autre fait important, je vous mets ces images-là, elles sont parlantes. Le Broad est un peu un cas d'école aujourd'hui dans les musées. Et moi, quand j'étais en poste à Hong Kong, on est allé depuis Hong Kong voir, j'y suis retourné avec la présidente du musée d'Orsay. Comment ils font? Et l'autre particularité de leurs visiteurs, c'est qu'ils ont une majorité de visiteurs, de ce qu'on appelle les first-timers, les primo-visiteurs. Et là aussi, pour un musée, c'est fascinant parce que tous les musées pensaient Pompidou, c'est toujours les mêmes qui vont au musée. Vous voyez, c'est les gens qui ont les bons codes et qui n'ont pas peur et qui vont aller voir l'exposition, qui ont l'habitude, etc. Ça et les touristes, les deux. Et eux ont une majorité de gens qui n'ont jamais mis d'Américains, qui n'ont jamais mis les pieds au musée et dont la première expérience de visite au musée, c'est chez eux. Donc ça aussi, ça fascine. Tous les musées français essayent de faire ça depuis toujours. Comment aller chercher des nouveaux publics? Et eux ont réussi. Et quand on les interroge, c'est par les réseaux sociaux. Autre image intéressante, et voilà, qui sera pour terminer un petit peu ce diagnostic, c'est celle-ci du Brooklyn Museum, qui est intéressante parce que le Brooklyn Museum, vous savez, quand vous allez au musée, généralement vous dites, si j'ai une question à poser, je vais toujours avoir quelqu'un dans la salle qui va pouvoir me répondre, qui va savoir qu'est-ce que c'est que cette partie, j'y comprends rien, etc. Et finalement, le Brooklyn Museum a choisi de retirer ce qu'on appelle les médiateurs des salles du musée, et ils sont là. Donc ça, c'est des jeunes étudiants en histoire de l'art américains, et ils sont en direct sur WhatsApp. De l'autre côté du mur, il y a leurs visiteurs, et ils dialoguent finalement avec leurs visiteurs sur le WhatsApp, les WeChat, quand c'est les Chinois, etc., pendant les visites. Donc vous êtes face à votre site Chambly, et on vous répond en direct tout le temps. Ça, c'est... voilà. Alors, à partir de ce diagnostic, moi, je voulais nous engager dans Next Step, aller un tout petit peu plus loin et entamer une sorte de tour du monde des musées à partir d'une typologie, c'est-à-dire tout simplement pourquoi aujourd'hui on construit de nouveaux musées, donc quelles sont les motivations, et est-ce qu'on peut distinguer finalement une forme de logique? Il y aurait différents, toujours bien de classer, moi j'aime bien quand on me demande, mais ça va être très simple, j'aime les typologies assez simples, et je pense qu'il y a toujours deux types d'écrivains, ceux qui vous donnent envie d'écrire, ceux qui vous font peur, qui vous dégoûtent. Et dans les musées, je dirais on va faire simplement, je vais vous expliquer cette formule un peu étonnante, il y a deux types de musées. Évidemment, il y a toute une gradation entre ces deux modèles. Il y a les musées qui sont sur le mall et il y a les musées qui sont dans le mall. Et donc, je m'explique, c'est un jeu de mots qui fonctionne pas mal en anglais. Le mall à Washington, c'est cette avenue-là. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte. Vous voyez la carte? Donc vous avez le National Mall. Ici. Et c'est toute cette grande... ce parc central de Washington a été conçu sur un plan très orthogonal. Et donc, vous avez tous les grands musées américains. Donc, la National Gallery of Art, National Air and Space, etc., National History, blablabla. Et les grands musées et les grands monuments qui font l'histoire de l'Amérique. Donc, vous avez le monument, le Washington Monument, vous avez le monument de Martin Luther King. C'est l'histoire officielle de l'Amérique. Donc, l'histoire officielle, c'est finalement le lieu, le mall, métaphore, n'est-ce pas? Le lieu où va se dire, s'écrire, se partager le récit national. Donc c'est la fonction politique du musée. Et l'exemple finalement français, c'est le Louvre. Le Louvre, qu'est-ce que c'est? C'est le palais des rois de France. Donc c'est le siège du pouvoir. Qui à la Révolution, puisque le roi finalement était allé à Versailles, était devenu presque un squat d'artistes. Et donc la Révolution en fait le lieu, le musée, ce mythe du musée universel, porteur des idéaux de la Révolution française. Donc on ne peut pas imaginer projet plus politique. La Révolution française, l'idéal de la Révolution française,
s'incarne dans une institution et un lieu, c'est le Louvre. On va voir toutes les formes d'art les plus sublimes de l'histoire de l'humanité, et on va réconcilier ainsi les continents, les religions, etc. Donc, ça, c'est partir. Il faut vraiment garder à l'esprit que je vous ai mis ces deux belles vues de la Grande Galerie, qui était à l'époque vraiment les artistes vivaient au Louvre. Donc c'était devenu un squat d'artistes. Imaginez, et je prends à dessein cette image, que le Louvre reste aujourd'hui, évidemment plus de 2 siècles après la Révolution française, une institution éminemment politique. On va reparler du Louvre à Abu Dhabi, j'avais commencé par là, mais songez que quand on a besoin d'inscrire finalement l'appartenance de telle ou telle communauté au grand récit national, qu'est-ce qu'on fait? On crée et ça c'est l'architecte ici, Rudy Ricciotti, crée une sorte de tapis volant, couvre une cour de Louvre, mais crée un département des arts de l'islam au sein du Louvre, qui est un petit peu la même logique, et je reviens à ma démonstration du National Mall, du Washington, qui est la capitale fédérale des États-Unis, où le musée, ça c'est le titre du New York Times, quand le musée a ouvert il y a 2 ans, présidence Obama, vous voyez politiquement l'enjeu, de dire on crée un musée des Africains-Américains où on le crée à Washington, dans la capitale fédérale, va être plus au cœur du projet politique d'un récit de l'Amérique aujourd'hui. Vous voyez? C'est pour ça que je vais faire ce parallèle entre le département des arts de l'islam et le musée African American. Alors, cette fonction politique des musées, je crois qu'il faut commencer par là. On s'attend toujours, on se dit toujours, il arrive de Hong Kong, il a travaillé, et j'ai travaillé pour un musée privé qui devait être glissé au 7e étage d'un centre commercial géant, etc. Les nouveaux musées vont être des lieux de commerce, de distraction et de commerce. Je vais prendre le contre-pied de cette idée. Oui, c'est vrai, on crée aujourd'hui des musées ou des fonctions muséales dans des lieux commerciaux, mais la première fonction d'un musée, et c'est pour ça encore qu'on construit des musées aujourd'hui, elle est politique. C'est un musée, le lieu où s'incarne, se déploie le récit national. Et comme tout nouveau pays qui s'impose sur la scène internationale, songez Singapour crée une National Gallery, et donc investit massivement pour créer une National Gallery. Et on va voir tous ces pays qui se dotent de musées. Et cette fonction politique va s'incarner d'abord, et c'est assez spectaculaire, on va voir en quoi l'architecture est au cœur du projet des musées, Montpartillier. Ça, c'est le Metropolitan, donc cette fonction, d'abord, ça a été longtemps le temple grec, ou le palais, on l'a vu, le palais des rois, le Louvre a été transformé en musée. Ici, le temple grec, je ne sais pas si vous reconnaissez celui-là, autre temple grec, c'est le Tate à Londres, d'accord, Tate Britain, la Tate historique, évidemment. Et on passe aujourd'hui à un idéal qui est celui de la transparence. On est dans une société démocratique, le musée devient un lieu transparent, s'incarne ici, alors je vous ai donné 2-3 incarnations, celle du Louvre-Lens qui me semble assez fascinante, mais qui est inspirée évidemment de la National Gallery, la National Gallery, Neue National Gallery de Berlin. Ce musée ici de Vorlinden, musée privé, vous voyez on est un projet à côté de La Haye, aux Pays-Bas, qui a ouvert l'an dernier. L'idéal, c'est très amusant de voir en quoi l'esprit du temps s'incarne dans l'architecture. Et je vous montre là, pardon, j'aurais dû commencer par là, des projets ici très récents ou encore à naître. D'accord? Donc vous avez vu le musée de Vorlinden, qui est un très beau musée, c'est à 20 km de La Haye, très belle collection privée, voilà. Et ici, c'est le nouvel espace d'exposition de Château Lacoste, à côté d'Aix-en-Provence, privé également, par Renzo Piano. Mais évidemment, à chaque fois, on est aujourd'hui dans une logique de transparence. Et je voulais
peut-être repartir de cette évidence, puisque le centre Pompidou, dans les années 70, il a été ouvert à la fin de 77. Donc évidemment, là, le modèle, c'est celui de on est dans le boom, après le crack pétrolier, mais le musée avait été lancé à ce moment-là. La métaphore peut-être plus celle d'une raffinerie de pétrole, mais le projet était politique. Le projet du centre Pompidou, il est créé donc par son fondateur, le président Pompidou. Donc vous vous rappelez qu'il avait été Premier ministre, Pompidou était Premier ministre en mai 68. Donc il gère mai 68, et après c'était donc, je ne vais pas faire d'analogie avec les Gilets jaunes d'aujourd'hui, mais vraiment le pouvoir a été menacé, s'est senti menacé, et s'est dit, il faut, devenant président de la République, il faut à la France une institution qui va permettre de moderniser la société française et d'offrir à la jeunesse française une fenêtre sur la création contemporaine, la création d'aujourd'hui, la plus contemporaine. Voilà, c'était le grand credo moderniste de Pompidou qui s'incarne ici. Et c'est là que nous commençons aussi à voyager, qui s'incarne dans ce projet-là. Donc vous avez peut-être moins entendu parler que le Louvre Abu Dhabi, qui est un projet peut-être encore plus dispendieux, quelque part, que le Louvre Abu Dhabi, qui est le King Abdulaziz Center de Daraa. Donc ce musée-là a été construit. Les architectes, sont l'équipe norvégienne, l'agence norvégienne Snow-Hita. Snow-Hita, ce sont les architectes du Modern Art Museum de San Francisco. Une quantité de projets, voilà, c'est une agence très branchée. Ils ont fait également l'Opéra d'Oslo. Donc vraiment, imaginez l'agence norvégienne, nordique, un peu branchée, d'accord ? Et ils ont créé ce centre culturel en étant en Arabie Saoudite. Et le projet était en cours de construction encore il y a 5 ans, donc vient d'être ouvert, tout récent, et comprend un musée, mais une grande bibliothèque, dans un pays où la censure est quand même un sujet, un opéra, dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle vivant, et où il n'y a pas le concert est une invention d'il y a 15 jours. Voilà, tout ça, et aussi évidemment une salle de cinéma. Les premières de tout le royaume. Donc vous voyez, le projet du King Abdulaziz Center ici est un projet purement politique, qui a été porté par l'entreprise nationale des pétroles d'Arabie Saoudite, donc l'opérateur le plus solvable et le plus efficace du pays, pour doter l'Arabie Saoudite comme le centre Pompidou, d'un grand centre culturel pluridisciplinaire où la jeunesse d'Arabie Saoudite pourrait avoir accès à la création contemporaine, la création d'aujourd'hui et la création internationale. Donc, imaginez la dimension révolutionnaire d'un projet comme ça en Arabie Saoudite aujourd'hui. Vous voyez, je vous dis, le musée aujourd'hui est un outil, d'abord un outil politique. Et c'est peut-être le moment aussi de distinguer, vous voyez, c'est un amoncellement de grands galets gigantesques qui sont comme... ce serait presque dégringolés les uns sur les autres. Voilà. Et les porteurs de ce projet de modernisation, ils sont venus nous trouver au centre Pompidou, nous ont dit on veut faire le centre Pompidou en Arabie Saoudite, avec ce même projet un peu utopique de modernisation de la société, à travers un projet muséal, et on avait répondu en inaugurant la première exposition d'art contemporain, je parle il y a 5 ans maintenant, en Arabie Saoudite. Il se trouve que là, cet homme-là, c'est Kai Shouguang, un artiste chinois très très connu. Et c'était la première fois qu'on montrait Picasso en Arabie Saoudite. Et eux-mêmes étaient ça leur posait problème, parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va pouvoir montrer Picasso en Arabie Saoudite avec, vous savez, dans un pays où la représentation de la figure humaine reste extrêmement problématique, et le corps de la femme, et voilà. Donc on avait montré cette toile, et ils étaient bien sûrs jusqu'au dernier moment, parce qu'avant d'ouvrir l'exposition, la police, disons la police religieuse, enfin devait visiter l'exposition pour dire est-ce qu'on peut ouvrir ou pas au public. Donc on était un peu, tant qu'ils n'avaient pas dit oui, rien ne se fait, d'accord? Donc on visite l'exposition, on avait derrière la responsable
police religieuse, et quand ils sont arrivés devant le Picasso, qui posait problème, parce que là on n'était pas devant une œuvre abstraite, etc., ils ont tous sorti leur appareil photo pour se prendre en photo devant. Donc là on s'est dit, vous voyez, je reviens à mon premier... On s'est dit, la partie est pas trop mal engagée. Donc voilà, ça on a inauguré, donc il y avait cette grande pièce de Soto, impénétrable de Soto, des œuvres, vous voyez, qui étaient de l'art cinétique, etc., mais le Picasso c'était... voilà. Et il dispose aussi, ça c'est une vue d'architecte, d'une très grande salle d'exposition temporaire. Mais très clairement, le projet du... Je voulais commencer par celui-là, parce qu'il est presque un décalque, finalement, en termes de projet du Centre Pompidou, pour la société saoudienne d'aujourd'hui. Mais vous voyez bien que là, l'enjeu à Dharan, vous n'avez jamais entendu... Enfin, je sais pas, quelqu'un avait entendu parler du King Abdulaziz Center, 1 milliard de dollars d'investissement, 90 000 mètres carrés. Vous voyez l'ampleur, c'est pharaonique hein, comme projet. C'est le plus grand projet muséal aujourd'hui. Enfin, c'est gigant. Personne n'a entendu parler. Il ne s'agit pas d'un projet pour développer l'attractivité touristique de Dharan. Pas du tout. Dharan étant la capitale de l'Est de l'Arabie Saoudite et le siège social de Aramco, c'est-à-dire la capitale des champs pétrolifères d'Arabie Saoudite. Pas une région touristique, hein. Pas du tout. Donc on ne va pas à Dharan. Donc l'enjeu de ce... Vous voyez, l'enjeu n'est pas de faire venir du public, n'est pas de faire une destination touristique, culturelle. Comme on a trop souvent peut-être le réflexe, on dit on construit un musée, il faut venir des touristes, ou pas du tout. Là, c'est véritablement, et je fais cette distinction forte entre des projets à dimension politique qui sont centripètes, c'est-à-dire qui sont vraiment à destination de la société et des habitants de la ville, de la province, du pays, donc dans une logique interne, des projets dits centrifuges, qui vont vraiment être des projets de pure attractivité pour faire venir un flux touristique ou développer une visibilité. D'accord ? Donc ça, c'est premier exemple, à l'Arabie Saoudite, pas du tout, dans ce cas de figure-ci, pas du tout un projet centrifuge. Et alors, je vous montre un deuxième projet, dont vous n'avez pas entendu parler non plus, sauf si vous me démentez, le Mocap de Shenzhen. Alors le Mocap de Shenzhen, pareil, je vous montre les photos, parce que sans ça les gens n'y croient pas. C'est un projet de Corp Himmelblau, là aussi une agence star extrêmement très branchée. C'est un projet formidable, assez stupéfiant, 80 000 mètres carrés. Vous voyez, j'aime bien regarder là, vous donner l'échelle. C'est un projet donc, c'est pas un projet, le musée a été construit, c'est un musée du développement urbain et d'art contemporain, les deux, d'accord ? Dans cette ville de Shenzhen, qui est tout au sud du pays, juste en face de Hong Kong, qui est devenu l'atelier du monde. Et ce projet, il est fascinant, parce qu'il est, voilà, c'est un mix des deux fonctions. Cette fonction centripète parle à la population de Shenzhen, musée du développement urbain. On se dit, mais pourquoi il faut un musée du développement urbain à Shenzhen ? Tout simplement parce que Shenzhen, en une génération, en 25 ans, est passé d'un port de pêche de 3 000 ou 10 000, un port de pêche chinois, à une agglomération de 8 millions d'habitants qui est devenue l'atelier du monde. Donc la Chine avait choisi d'y implanter ces zones franches et c'est devenu une mégapole, mais en 25 ans. Et quand vous allez à Shenzhen aujourd'hui, n'importe quelle ville dans le monde, une telle croissance en 25 ans est presque ingérable. Il faut imaginer ce que ça veut dire en accroissement de population par jour. Routes, hôpitaux, écoles, métro, etc. Et aujourd'hui, vous avez des quartiers entiers de Shenzhen, on se croit à Brooklyn. Vous voyez, un peu réhabilitation urbaine branchée, des terrasses, voilà. Donc ils sont très très fiers d'avoir accompli ce qui est littéralement un peu un miracle de planification urbaine. Comment on a réussi à créer de toutes pièces une ville de 8 millions d'habitants en l'espace de 20 ans, 25 ans. Donc ce message-là est un message d'abord local, municipal, aux 8 millions. Soyez fiers d'eux pour développer dans une ville où
il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, etc. Pour être, voilà. Mais c'est aussi évidemment, à l'échelle de la Chine, du continent chinois, un projet de branding municipal. D'accord? Donc l'idée là est moins d'être attractif peut-être, encore que Shenzhen est aussi capitale chinoise du design, mais c'est d'abord une ville de production, et on ne va pas à Shenzhen en vacances. Pas du tout. C'est une ville, une ville industrielle. Enfin, voilà, imaginez des usines à perte de vue. Mais dans le continent chinois, les villes entre elles, et on parle de ce qui serait l'équivalent de population de pays européens. Shenzhen, c'est plus d'habitants que l'Autriche. Se livrent entre elles, ces villes, à une concurrence pour être les plus attractives, devenir la ville leader du pays. Donc ça, c'est l'objectif de ce musée assez fascinant. Donc je vous montre comme ça quelques photos. J'avais travaillé avec l'équipe d'Adrien Gardère. J'ai reconnu ici que l'équipe d'Adrien Gardère était représentée, qui était un des grands muséographes français, c'est-à-dire une équipe qui construit l'aménagement des musées. Et on travaillait justement sur un projet pour ce musée, le MOCAP, d'exposition d'art contemporain sur le thème de la ville. Vous voyez, avec ces villes imaginaires, ça c'est le grand artiste californien Chris Burden, ça c'est King Gilles, l'artiste du Congo, qui ont imaginé des villes fantastiques comme ça. Et voilà, ça c'est un projet qu'on leur avait soumis d'exposition. Donc là c'est une ville, vous imaginez que c'est un immense plateau comme ça, et la ville est construite par les visiteurs, ici, qui manipulent les drones. Et les drones vont prendre les briques et vont construire la ville comme ça. Donc c'est assez ce type d'installation à la fois interactive et assez ludique. Vous voyez, et on construit aujourd'hui, on peut même en asservissant, si j'ose dire, les drones à un ordinateur, construire toute la ville. Simplement les drones qui vont prendre les briques et les construire, voilà, ce paysage urbain. Voilà le type de projet sur lequel on travaillait. À l'inverse, ici, autre type de projet sur lequel voilà, c'était un de mes projets en particulier, sur lequel j'ai vraiment travaillé au Centre Pompidou, celui d'ouverture d'un Centre Pompidou Malaga. Un projet radicalement différent. Autant King Abdulaziz Center, on est complètement centripète, c'est vraiment pour la société saoudienne se moderniser. À Shenzhen, il y a les deux dimensions. Il y a une dimension véritablement on s'adresse à la population de Shenzhen pour montrer à quel point la ville est, mais aussi en concurrence avec les autres villes chinoises. Ici, véritablement, pour la ville de Malaga, attirer une marque importante, comme une grande enseigne, on dirait. Vous voyez, une grande enseigne muséale type Pompidou, sur le port. Il faut imaginer que là où vous vous trouvez, c'est le quai d'arrivée des grands bateaux de croisière, des ferries avec le sud de la Méditerranée. Malaga veut capter, évidemment, l'aéroport de Malaga, le premier aéroport touristique en Espagne, parce que c'est toute la côte sud de l'Espagne qui est une destination touristique, donc capter un flux touristique. Là, voilà, la logique, c'est vraiment de capter un flux touristique en ville et que les visiteurs dépensent en ville grâce à cet effet d'attraction. Je vous donne un petit peu ces différentes... D'abord parce que c'est aussi une jolie image, celle de cette installation de Buren, et jolie image aussi ce bâtiment. Vous reconnaissez l'architecte? Ouais. C'est un de ces bâtiments emblématiques et je dois dire assez réussi qui porte le nom du fondateur du pays, le Heydar Aliyev Center, mais comme l'aéroport aussi s'appelle Heydar Aliyev, l'autoroute s'appelle et ça a été conçu, la commande était d'un grand centre culturel. Voilà, aussi dans cette architecture assez
assez étonnante de Zaha Hadid. Il faut savoir que la France, moi j'ai participé à l'époque pour le Bakou en l'occurrence, il s'agissait vraiment de développer presque la reconnaissance internationale du pays. Ils ont aussi voulu accueillir des épreuves sportives, des compétitions aussi. C'est quoi? C'est l'Euro chanson, comment c'est? Eurovision, le concours de chansons, c'est ça? Oui. Et évidemment, ça aussi, c'était dans leur volonté d'apparaître sur la scène internationale, de se doter d'un grand équipement. Et la France, à l'époque, avait, pays pétrolier, hein, la France, à l'époque, avait également fourni une très grande exposition avec les musées français. Ça avait été inauguré par le ministre français de la Culture à l'époque. Donc, on est là, véritablement, dans des enjeux aussi diplomatiques. D'accord? Alors, malgré tout, vous montrer, revenir à un projet qui est connu, peut-être vous en donner quelques éléments d'appréciation et compréhension. Alors, celui-là, pour le coup, est un musée connu. Donc, on est là dans le modèle de musée, ce qu'on appellerait le branding. Le branding, en l'occurrence, d'un émirat, avec la volonté affichée d'en faire un peu la grande attraction culturelle, touristique, dans un pays qui se trouve à 2h30, 3h du sous-continent indien. C'est-à-dire que de Bombay, on est à 3h. C'est Paris-Bordeaux. Vous voyez, en termes de... C'est pas la même géographie. Mais à 3 heures d'avion, donc pensez à un Paris-Bordeaux en train, vous avez Bombay, tout le sous-continent indien, donc 1 milliard de clients potentiels. D'accord? Donc voilà Et évidemment, en Inde aujourd'hui, toute la classe moyenne, la bourgeoisie indienne, investit dans l'immobilier à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Donc, voilà. Pour la France, donc on se dit, on est dans ce cas de branding, et l'émirat d'Abu Dhabi peut-être prépare déjà l'après-pétrole, et en tout cas prend un coup d'avance sur les autres de la zone, notamment sur le Qatar, en se dotant d'un grand musée, etc. Réussite incontestable de ce côté-là. On m'assure qu'il y a vraiment du monde au musée du Louvre. J'avais commencé par cette photo emblématique du pape visitant avec les autorités maliennes. C'est la première fois que le pape se rend dans un pays du Golfe. Voilà. Donc, tout ça est formidable. Et évidemment, ça vous avez cette fameuse... Paul, c'est une photo, ça, hein. C'est fascinant. Et la France, pour la France, c'est un enjeu important. Vous avez ici une des premières acquisitions. Donc la présidente du musée d'Orsay aujourd'hui est la femme qui avait constitué un peu le Louvre à Abu Dhabi, piloté le projet. Donc ça, c'est une des premières acquisitions. C'est un Mondrian qui vient de la collection d'Yves Saint-Laurent. Et malgré tout, c'est aujourd'hui une réussite. Pour la France, le Louvre Abu Dhabi, au-delà du contrat lui-même, il faut imaginer un contrat qui avait, donc je l'ai dit, entre deux États. Donc même s'il s'agit d'un projet de branding, d'attractivité d'Abu Dhabi, etc., on est malgré tout au cœur d'enjeux diplomatiques. Il y a une base militaire française à Abu Dhabi. À la même époque, la commande par Emirates, la compagnie aérienne, c'était 80 Airbus A380, a littéralement permis le projet d'Airbus A380. C'est-à-dire qu'ils l'ont acheté sur plan, et ce qui a permis de lancer le projet d'Airbus A380, et donc, grosso modo, de sauver Airbus. Air France pouvait en acheter 5 ou 10. Voilà, le projet industriel, l'outil industriel de la... Donc voilà, ce type d'enjeux, il faut les avoir à l'esprit à l'arrière-plan de ce projet de musée. Dans le Golfe, évidemment, l'émirat voisin, celui du Qatar, finalement avait été le premier à ouvrir un musée par l'architecte Pei. Il faut toujours regarder aussi qui sont les architectes. Pei est l'architecte de la pyramide du Louvre. C'est aussi l'architecte de la National Gallery de Washington. Donc quand je vous dis
un projet, et ici c'est le musée d'art islamique, le premier musée d'art islamique du Golfe. D'aller chercher l'architecte du Louvre et de la National Gallery de Washington, évidemment, c'est extrêmement signifiant. Donne et c'est le premier musée aux normes internationales dans la zone, donc les premières expositions ont lieu là. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est un musée qui prend le contre-pied de tout ce qu'on croit savoir de l'art islam. Donc dans les premières salles sont assez largement consacrées à la représentation de la figure humaine et animale dans l'art de l'islam. On commence par là, ce qui est assez... voilà. Et ce qui permet aussi, donc la muséographie, cette fois-ci est de Villemotte, et de présenter une collection qui est inouïe. La collection du musée d'art, si vous êtes dans la zone, c'est une collection qui est meilleure que celle du Louvre. Vraiment, il y a des trésors absolus. Je vous montre cette image, ça c'était encore en chantier, le musée va bientôt ouvrir. Donc évidemment c'est pour la France une politique d'influence extrêmement importante. Jean Nouvel est l'architecte de cette grande rose des sables qui est le musée national. Finalement, vous voyez, Paye avait fait le Louvre et les grands musées nationaux. Maintenant, presque l'architecte officiel des grands monuments et musées, voilà, porteur de cet imperium, en quelque sorte, c'est Jean Nouvel. Et bon, il ouvre cette année et on annonçait, si vous avez regardé un tout petit peu la presse ces dernières 48 heures, que Jean Nouvel a été annoncé comme l'architecte qui va construire la première grande hôtel resort à Al-Oula, dans cette province du nord de l'Arabie Saoudite, pour laquelle le président Macron et le prince héritier ont signé au printemps un accord sur les prochaines années de coopération culturelle. Vous voyez? Donc c'est véritablement devenu voilà, le représentant finalement d'une politique française. Je vous montre cette... la voici avec la... Qu'est-ce qu'on trouve derrière ces projets? Ce sont des projets ici, vous avez le musée ici, l'art islamique, et devant cette tour extraordinaire de Richard Serra. C'est porteur évidemment, je vous l'ai dit, d'une volonté de branding, mais aussi ici d'une image, de la définition par le Qatar voilà, d'un pays qui se veut ou qui projette cette image de société islamique ouverte et moderne à la création contemporaine. Vous avez cette autre pièce ici au Qatar, ça il faut vraiment y aller, parce que c'est dans le désert. C'est une œuvre assez fascinante, qu'on pourrait appeler une œuvre de land art, qui est dans le désert à 2 heures vraiment de piste de Doha, où l'artiste a planté dans une sorte de petit canyon au milieu du désert ces plaques d'acier absolument gigantesques que vous aviez peut-être vu à Monumenta, au Grand Palais, qui étaient posées, donc chacune fait 70 tonnes. Et à Monumenta, vous savez, c'était très légèrement de guingois, on peut presque passer la main dessous. Et donc évidemment, voilà, on est dans une définition presque contemporaine du sublime, ou un peu marqué par l'ampleur. Et dans ce même émirat du Qatar, ça cohabite avec ce musée d'art contemporain, qui s'appelle le Mataf, qui est dans une ancienne école. Et dans le Mataf, là c'est une exposition d'un artiste Adel Abdessemer, français d'origine algérienne, artiste de la scène française et d'origine algérienne, qui avait pour son exposition posé dans l'entrée du musée cette bombe géante. Et on était en plein à ce moment-là dans la période ce qu'on appelle printemps arabe. Il faut imaginer donc des œuvres qui sont très dérangeantes, qui jouent véritablement avec l'actualité, avec voilà, il y a cette ambition. Il ne faut pas imaginer que c'est un art purement décoratif ou somptuaire ou voilà. Il y a ici des institutions, celle-ci en est un exemple, le Mataf, qui porte des projets politiques. Donc le Mataf, c'est aussi la meilleure collection d'art contemporain aujourd'hui du monde arabe.
Vous avez tous les grands modernes, les modernistes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, que nous n'avons pas collectionnés en France, ou très peu. Donc si vous voulez les voir, c'est de savoir ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 et 80 dans tous les pays du Maghreb, par exemple, les bons artistes marocains, les Méléi, les Cassimi, etc. Où est-ce que vous allez les voir? Vous n'allez pas les voir à Paris, vous allez les voir là, au Mataf. C'est là que sont les bonnes collections. Donc c'est là qu'est demain le pouvoir, c'est-à-dire celui de faire les grandes expositions, de comprendre quelque chose de l'art de notre temps, de la création de notre temps. Et ça, je trouve ça assez formidable avec un projet comme celui-là. Il y avait dans cette exposition en particulier, imaginez en plein printemps arabe, donc on était dans un moment aussi de tension par rapport une installation donc, de cet artiste appelé Semel, qui dans l'exposition, qui a eu une exposition au Centre Pompidou et une exposition l'année dernière à Lyon. Cette pièce n'a pas été montrée parce qu'elle a été jugée presque trop violente, et elle était violente. C'était, imaginez une pièce grande comme celle-ci, donc entièrement noire, et tous les murs étaient une seule et même vidéo, donc un effet très claustrophobe. On était très claustrophobique à l'intérieur, et la vidéo était celle d'une volaille, d'un poulet qui est attaché au mur et enflammé vivant. Effets spéciaux, d'accord, mais c'est ça que vous voyez, entrer dans la pièce. Donc c'était absolument terrifiant. Et la pièce s'appelait Printemps arabe. Elle était présentée à Doha. Non mais voilà, donc vous avez des artistes qui, dans ces musées, vraiment prennent à bras-le-corps les grandes questions politiques de la zone. Je passerai cette pièce qui est absolument fascinante également. On avait fait aussi une très belle exposition Picasso et Giacometti ici. Dans les effets d'annonce un peu que vous pourriez... ça, c'est le futur musée de Doha. Il faut imaginer ce que ça représente aussi en termes de contrat, simplement l'économie de ces projets. Ici, c'est un projet qui n'est pas encore public, qui est le projet du Doha Art Mill. Il est public dans le sens où ils ont choisi récemment l'architecte Aravena, qui a eu récemment le prix Speaker Prize, qui est un architecte chilien. C'est brutaliste, assez radical, et ça, quand ce musée-là va ouvrir, ça sera vraiment la grande collection, je pense la meilleure collection aujourd'hui d'art moderne, 20e siècle, ça va être celle-là. Est-ce qu'on a... Alors, je me tourne vers la directrice de l'établissement. Non, ça marche. J'ai combien encore? Oh, encore 20 minutes. Ah ouais, très bien, moi je me pressais, peut-être juste un point, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, si vous avez une question, c'est le moment. Et après, je fais voilà, on nous restera un quart d'heure, 20 minutes sur la Chine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez parlé en fait de la diplomatie culturelle, Oui. notamment à travers l'exemple par exemple du musée, du Louvre à Abu Dhabi, qui a pu un peu sauver le contrat Air France. J'ai jamais dit ça. Ah. Mais si vous l'avez déduit, libre à vous. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous expliquer? Et je voulais savoir si vous avez d'autres exemples de diplomatie culturelle comme ça. Oui, c'est quelque chose qui se pratique depuis longtemps. Un bon exemple serait celui de l'après-guerre et de l'émergence à New York de l'abstraction américaine, l'abstraction donc de Pollock, tous les grands Américains de l'après-guerre, dans le sillage de Pollock, les Barnett Newman, etc. Et qui se sont imposés finalement comme l'avant-garde de référence de l'art d'après-guerre. Et finalement, il y a pas mal d'analyses historiques, pas seulement dans l'histoire de l'art, mais historiques, sur le fait que l'Amérique, après la guerre, a véritablement voulu devenir la capitale, a volé à Paris la place de capitale, s'est érigé en capitale de l'art moderne. Ça a été, c'est une décision qui était promue par
département d'État américain. Puis en 1958, le département d'État, en fait, les chercheurs pensent que c'était vraiment des fonds de la CIA. La CIA, on est à la fin des années 50, a organisé la grande tournée européenne des artistes américains. Donc a promu cette vision d'une Amérique cool, qui produisait les meilleurs artistes de son temps, etc., dans les années 50. Et ça a été véritablement organisé par les autorités américaines et sans doute les fonds de la CIA qui ne faisaient pas que de favoriser tel syndicat ou contre les syndicats d'obédience marxiste, etc. Ils avaient vraiment une politique aussi une politique d'attractivité finalement qui s'est jouée sur le terrain de l'art et pour affirmer la prééminence de l'avant-garde américaine et de ses artistes. Et ils ont réussi parce que finalement ça c'est l'histoire d'un grand succès. Tous les artistes américains de l'après-guerre, les musées européens l'ont finalement fait cette politique. On présente, vous voyez, je vous ai montré Richard Serra. Les musées français présentent Richard Serra avant de présenter Bernard Venet, par exemple. Il fait le même travail à la même époque, de grandes sculptures en acier, dans l'espace public, dans l'institut, etc. Donc, finalement, les Américains ont gagné. Bonsoir monsieur, merci pour cette première partie. J'aurais juste deux questions à vous poser, en revenant précisément sur ce que vous avez dit d'abord précédemment. Quelle place les musées prennent-ils à l'heure où, comme vous l'avez dit donc précédemment, l'image est devenue partie prenante de nos modes de vie? Ce sera la première question. Et deuxièmement, quel rôle les musées jouent-ils dans le commerce illégal des œuvres d'art? C'est-à-dire, je précise en disant, dans quelle mesure l'encouragent-ils? Ou, dans un autre cas, mettent-ils en œuvre des moyens de lutte préventive contre le commerce illégal? Merci. Ok, la première question, c'est évidemment, c'est un peu ce diagnostic de départ. Le musée, à la différence de bien d'autres institutions, et notamment des bibliothèques, etc., conserve l'image. C'est un conservatoire des œuvres visuelles, d'art visuel, de photos, d'art plastique, etc. Donc, les modèles, les formes, l'invention, etc., c'est dans les musées qu'on va les trouver. Donc, en ce sens, comme ils les conservent, les analysent, les déploient, les exposent, en disent quelque chose, tiennent un discours sur les images, que les musées sont devenues aujourd'hui les institutions presque naturelles de cette civilisation d'icônes. Voilà, simplement. Deuxième question sur le commerce, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez en tête exactement? Est-ce que vous pensez au retour des œuvres? Est-ce que ça a été un débat récent? Je pense notamment au trafic général international des œuvres d'art, que ce soit dans la vente sur le marché noir des œuvres d'art. Alors, s'agissant des œuvres, les musées finalement sont presque des lieux où, j'ai tenté de dire, si on parle des œuvres volées, les marchés peuvent, les musées ne peuvent pas les acheter. Une œuvre volée, elle est connue. Et donc s'il y a un endroit où il ne faut pas la montrer, c'est un conservateur musée, c'est la personne qui va la reconnaître et qui va tirer la sonnette d'alarme. Donc, si vous voulez, on parle sur les vols d'œuvres d'art connues, qui sont volées à un collectionneur privé, etc. On est plus dans une relation avec les assureurs. Parce que on ne peut pas vendre une œuvre qui est connue. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les bases de données sont telles que n'importe quelle œuvre, elle est sur Internet. Vous ne pouvez pas la négocier et surtout pas un musée. Les musées, la problématique pour les musées aujourd'hui, elle est plutôt du côté des annonces faites par le président Macron, qui sont véritablement historiques. Pour la première fois, il ouvre la porte au fait que les collections nationales, c'est-à-dire dites qui sont tangibles, pas les vendre, et en céder la propriété, pourraient, et il a annoncé que ce serait le cas, être restitués. Et ça, pour les musées, tous les musées européens et américains, c'est
véritablement potentiellement un tremblement de terre. Et alors, c'est pas peut-être ce soir ici, c'est un débat assez complexe, évidemment avec des enjeux politiques, encore une fois, on est au cœur de la politique, mais gardons à l'esprit quand même que l'idéal du musée universel est là singulièrement menacé. C'est-à-dire, imaginons un monde simplement où chaque musée n'a le droit de présenter, ou ne serait légitime à présenter, que les œuvres créées par des artistes ou de son pays ou de sa proximité. Alors au Louvre, on a que des artistes français. Et du coup, à Londres, on a que des artistes anglais. Vous voyez ce que je veux dire. Et potentiellement, se pose la question de qu'est-ce qui fait le génie de Rembrandt ou de Monet, parce que c'est pas le fait qu'il soit d'abord universellement apprécié, et présent justement dans tous les grands musées de la planète. C'est ça enfin voilà, donc c'est pas une réponse sur le fond à la question évidemment des répatriations d'objets qui auraient été spoliés ou volés ou dérobés, etc. Mais le vol des objets, des œuvres d'art est aussi ancien que l'histoire humaine. Ça approprie toujours les dieux ou les figures de du moment qu'on ne les détruit pas. Voilà. Il y a une autre question? Bonsoir monsieur, merci pour cette première partie. En fait, moi ma question elle est peut-être un peu plus philosophique. Oui. C'est sur la nature même de l'art. En fait, c'est par rapport aux deux exemples que vous avez donnés. Donc tout d'abord celui des guides qui montrait aux visiteurs les angles de photos. Oui. Et le deuxième, c'est le musée sur le toit d'un centre commercial. En fait, je me demandais si on n'était pas plus vers un phénomène de mode, en quelque sorte, avec le fait juste pas d'aller voir l'œuvre pour ce qu'elle est, mais pour se montrer avec une œuvre connue et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Et du coup, un phénomène qui irait se perdre, enfin, qui du coup, dans quelques années, serait passé de mode en fait. Ah, voilà. Mais c'est un peu plus philosophique. Oui, j'entends bien. Alors évidemment, on va pas se projeter dans l'avenir. J'ai pas du tout cette prétention. Mais enfin, et de fait, les artistes eux-mêmes connaissent des modes. Donc il y a des artistes qui sont à la mode, justement, aller voir l'expo Vasarely, pour ça je crois que c'est intéressant. C'est l'artiste qui a été sans doute le plus à la mode des années 70, très souvent. Et là, hop, parce que mais là c'est le travail des musées justement. Il faut vouloir dire, examinons un artiste en dehors d'un moment de mode. Personne ne serait allé voir Vasarely si le musée national d'art moderne avait justement choisi aujourd'hui de réexaminer cette œuvre. Et finalement la thèse de l'exposition, et je crois être assez pertinente, en tout cas intellectuellement passionnante, c'est de dire finalement est-ce que Vasarely n'est pas l'artiste qui accomplit, qui réalise l'utopie du Bauhaus ou des grandes avant-gardes du début du XXe siècle, c'est-à-dire de faire rentrer l'art dans la vie. Voilà, et de dire, là, quand Vasarely fait le décor d'une salle à manger, fait une façade pour une station de radio, il fait rentrer l'art dans la vie. On est une pochette de disque ou un décor télé, il est... voilà. Et quant aux besoins que nous aurons, alors, je reviens à le besoin que nous aurons, nous, d'être devant les œuvres, là, pour le coup, je pense que c'est pas un phénomène de mode. Parce que, si vous réfléchissez, la Joconde, prenons la Joconde, Mona Lisa, si vous allez sur Google, vous aurez des millions de Mona Lisa voilà, des fichiers de très très bonne qualité, de très haute définition, de moindre définition, etc. Ou si vous prenez le plafond de la Sixtine, vous l'avez vous le verrez mieux sur cet écran-là. Vous voyez que, et bien pourtant, c'est ce qu'on a appelé l'aura de l'œuvre d'art. Vous avez besoin de vous retrouver face à l'œuvre d'art. Et c'est ce qui fait, par contre, cette transition très utile que vous me permettez avec la grande je vais dire madness, folie ou engouement pour les musées en Chine. Ça tient beaucoup justement à cette qualité propre à l'œuvre d'art. Pourquoi, en quelque sorte, la question serait pourquoi est-ce qu'on mettrait et pourquoi, c'est
question, on voudrait installer un musée sur le toit ou au centre ou au cœur d'un centre commercial. Là, je crois que ça tient très largement cette qualité assez mystérieuse d'une œuvre d'art. Si vous réfléchissez aujourd'hui, la grande problématique pour ce qu'on appelle le retail, l'industrie du retail, comment on dirait, du commerce, de la distribution, voilà, c'est de faire venir les gens dans leur mur. Vous avez un supermarché aujourd'hui, votre cauchemar la nuit s'appelle Amazon. Pourquoi? Non mais c'est vrai, pourquoi vous prendriez la voiture, puis tout le monde maintenant s'achète sa paire de chaussures, etc. Donc pourquoi vous allez prendre une voiture, vous garer, transporter, enfin, ça n'a pas de sens. Et pour toute l'industrie du retail, pas une petite industrie, des centres commerciaux, se pose la question de comment faire venir les gens dans donc leur offrir quelque chose qu'on ne trouvera pas sur Internet. Internet ne va pas vous offrir. Alors, ça a été beaucoup, le cinéma. Si vous allez, donc on a un multiplex au cœur du centre commercial. On va aller voir un film et puis en même temps on va faire ses courses. Et il y a eu Netflix aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Eh bien, ils ont trouvé. Qu'est-ce qui n'est pas duplicable sur Internet? Totalement. Ben voilà. Donc c'est l'expérience, donc vous allez avoir toutes sortes d'expériences, etc. Mais fondamentalement, ce qui n'est pas duplicable dans le virtuel, c'est le face-à-face avec l'œuvre d'art. C'est pour ça qu'en Chine, je vais vous montrer quelques exemples, vous avez cette idée, je peux même partir de là, voilà, je passe très très vite sur tout ça, et je vous montre cette une du New York Times, qui était assez intéressante, qui faisait son classement des malls les plus cool et les plus cultivés, artsy. Vous voyez le truc un peu. Et alors, cet architecte-là, vous l'avez vu déjà dans le PowerPoint. Hein? Est-ce que vous reconnaissez l'architecte? Vous l'avez vu tout à l'heure? Et c'est David Adjaye, c'est l'architecte du African American Museum de DC. Et ça, c'est le centre commercial qu'il a construit pour M. Salamé à Beyrouth. Et je vais vous montrer le centre commercial. Donc ça, et qui fait la une du New York Times avec. C'est pas mal quand même quand vous êtes patron d'un supermarché. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'intérieur, c'est ça, le centre commercial. D'accord? Donc dans le centre commercial, c'est un centre commercial de luxe sur le bord de la mer à Beyrouth. Et vous y êtes allé déjà ou pas? Donc vous avez toutes les boutiques de luxe que vous pouvez imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Golfe, etc. Donc on fait un peu de shopping. Et vous avez ici aussi, dans le centre commercial, le musée de M. Salamé. M. Salamé, enfin, lui ou un autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc le concept, c'est assez habile finalement, parce que vous êtes collectionneur, vous achetez des jeunes artistes. Il faut les stocker, donc vous les mettez dans votre musée. Une fois qu'ils sont dans un musée, ils prennent de la valeur. Ils sont dans un musée, d'accord? Bon. Et la boucle est bouclée. Et même peut-être c'est le musée enfin la fondation Bray qui l'aura acheté pour le mettre dans le musée en dépôt. Et l'œuvre sera devenue muséale, donc aura pris de la valeur, donc vous en rachetez d'autres. Et ça fait venir en plus les visiteurs dans votre centre commercial. Donc ça c'est ce concept. C'est le concept aussi derrière ce méga projet parisien qui alors défraie la chronique. Il n'est pas encore construit parce que on dit ah mais là c'est les meilleures terres agricoles de l'Île-de-France, c'est à Gonesse. Et Gonesse, qu'est-ce que c'est? La commune de Gonesse, c'est la commune sur laquelle est implantée aussi une autre institution importante, c'est l'aéroport Charles de Gaulle. Ce n'est évidemment pas un hasard. Quand on s'appelle le groupe Auchan, puisque c'est le groupe Auchan qui, voilà, le groupe Auchan Immobilier, Auchan, on dit on va construire un nouveau centre commercial, mais à l'heure d'Amazon, construire un centre commercial, faut trouver des idées. Donc l'implanter à côté d'un aéroport et confier la... Tiens, regardez, viens voir surgir, Snoita, en faire un parc paysager, mais aussi dans le projet d'Europa City, un grand, une sorte de musée, comment on dit, comme au Grand Palais, c'est la RMN. Vous
travaillent avec la RMN pour faire la programmation de leur salle d'exposition. Donc vous avez la RMN Grand Palais qui va fermer un petit peu mais qui va être le centre de Paris. Et puis vous avez en dehors la programmation RMN Europa City chez Auchan. Mais vous avez le Cirque du Soleil, vous voyez le concept. Ça c'est le... et le modèle un peu hongkongais, enfin chinois, que vous avez peut-être à l'esprit aussi, c'est celui du K11. Le K11 n'était pas le premier c'est vraiment au Liban, le HT, qui est d'ouvrir, donc celui-ci c'est celui de Shanghai. K11 c'est une marque de centres commerciaux. Donc la problématique est la même. Au départ à Hong Kong, mais ils en ont à Shanghai, il y en a un qui ouvre à Pékin, Tianjin, dans les grandes villes chinoises. Ils en ouvrent une quinzaine dans les années qui viennent. Et dans chacun des K11, moi je travaillais sur celui de Hong Kong, vous avez une programmation culturelle dans le musée. Donc ça c'est le patron de K11 et qui faisait une expo monnaie dans son centre commercial, K11 Shanghai, avec le musée Marmottan, 40 monnaies, 400 000 visiteurs. C'est toujours une bonne nouvelle quand on a faire venir, vous voyez, faire venir les gens. Et donc on parle dans un centre commercial de foot traffic. Et sur le musée, je travaillais sur ce projet de musée K11 à Hong Kong, on va faire un autre grand, je vais vous montrer le lieu. Alors voilà. Donc ça c'est le projet de Hong Kong. Vous êtes au bord de ce qu'on appelle Tsim Sha Tsui, donc en face de la ville de Hong Kong. Le meilleur emplacement, vous avez la plus belle vue sur Hong Kong. Et ça c'est le centre commercial, d'accord? Et le centre commercial il s'appelle Musea. C'est la valeur, la symbolique du musée qui est utilisée. Et le musée étant ici, dans cet espace-là. Et tout ça étant un centre commercial de luxe, où toutes les grandes marques, Hermès, etc. sont installées. Donc on est à la fois aux confins de l'immobilier et du retail. Parce qu'à Hong Kong, dans les grandes villes chinoises maintenant, ce qui vaut de l'argent, c'est le mètre carré. D'accord? Donc de louer du mètre carré à des marques de luxe, ça vaut beaucoup d'argent. Et le concept, c'est le mode de fonctionnement est le même que celui que j'ai décrit au Liban, à HT, d'installer ici mais imaginez, quand on faisait des projections de fréquentation du musée, vous allez voir le modèle. Le musée ici, donc 7e étage. On se dit combien de visiteurs on va capter. La fréquentation du centre commercial en foot traffic, ce qu'ils appellent foot traffic, 4 millions par mois de visiteurs. Donc 4 millions par mois, c'est vite vu, ça vous fait, évidemment. Nous, on se tablait, on se dit si on arrive à capter un visiteur sur 10, imaginez, dans un centre commercial, vous avez un beau musée avec des grandes collections, on aura toujours un curieux au moins sur 10 qui viendra, qui poussera la porte. 1 sur 10, ça vous fait 400 000 par mois. Et c'est plus que la Tate, c'est plus que le MoMA, vous voyez ce que je veux dire en termes c'est bien plus que le MoMA. 400 000 par mois. Donc on est sur des échelles radicalement différentes et des logiques différentes. Et ce que je vous disais, c'est que fondamentalement, donc ça sont les expositions de l'art contemporain qu'on présente à Hong Kong, dans les shopping malls. Les expositions en Chine, c'est pas seulement la dimension retail, ça je voulais vous citer ce modèle-là, parce qu'il est aujourd'hui assez prégnant, mais c'est fondamentalement ce que j'appellerais, je vais prendre cet exemple-là, l'immobilier. Le levier ici, c'est la valorisation du mètre carré. Et ça vaut pour la Chine, et c'est aujourd'hui un modèle qu'on retrouve en Europe. Donc ça, c'est un projet immobilier. Qu'est-ce que vous allez vendre? Vous allez vendre des mètres carrés. Et si vous avez une dimension artistique, culturelle, ici donc votre premier investissement, ça va être acheter cette belle sculpture de Jean-Michel Autoniel, un artiste français basé à Paris, qui est très connu aujourd'hui
marché. Les mètres carrés que vous allez vendre à la classe moyenne mondialisée, la même dont on parlait au début, celle qui va être venue à Paris en vacances, qu'aura vu l'exposition au Centre Pompidou, etc., va vous acheter un appartement ici, bien plus cher, parce que vous serez avec un musée intégré. Donc ce que je vous montre là, vous voyez, Tony Osler, John Baldassari, grande sculpture de John Baldassari que vous trouverez à Art Basel ou dans les musées américains, etc. Ou David Adjmet qui avait cette grande exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris il y a 2 ans. Et bien ces œuvres-là, vous les trouvez dans le musée de ce projet immobilier. Donc le projet immobilier, il est conçu dès le départ avec son petit musée, salle d'exposition. Ça fait partie, donc, en plus d'avoir, je sais pas, une salle de sport, une piscine, voilà, le cours de tennis, tout ça, et bien vous avez aussi votre musée. Qu'est-ce que ça fait? C'est mécaniquement, vous augmentez la valeur du projet immobilier. Voilà, donc les nouveaux modèles de musée, et avec une conséquence évidemment, c'est qu'il faut fournir pour ces nouveaux lieux. Et donc ça a un impact très direct sur le marché de l'art. Donc je le relis là, peut-être en ouverture finalement, en termes de réflexion. Qu'est-ce qui explique aussi un des leviers de ce qu'on appelle la bulle, mais enfin, est-ce que c'est une bulle, mais en tout cas de l'extraordinaire santé, accroissement du marché de l'art. Il y a d'autres explications financières, etc. Mais c'est aussi le besoin, simplement, la demande en œuvre d'art contemporain, en artiste contemporain. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui Art Basel Hong Kong, Art Basel... Enfin, vous voyez, cette multiplication des foires, la première foire de Taipei le mois dernier, enfin, voilà, on a besoin de fournir, d'équiper ces lieux dans l'art de notre temps. Voilà, donc je vous donne ce projet-là, c'est un projet immobilier à Hong Kong. Celui-ci en est un autre, voilà, le Sifeng Art Museum, très beau projet architectural d'American Symbol, qui était sur un projet immobilier dans l'est de la Chine. Et ça, le problème, c'est qu'une fois que vous avez vendu vos mètres carrés, que vous avez vendu vos maisons, vous n'êtes pas une institution culturelle, donc vous avez valorisé au moment de l'achat par la présence d'une institution artistique le projet immobilier. 2 ans après, le promoteur immobilier, il n'a plus aucun intérêt à faire fonctionner ça coûte de l'argent de faire fonctionner un musée. Une équipe, des prêts, etc., une programmation. Donc le musée, là, celui-ci est à l'arrêt. Il n'y a plus rien. Voilà. Et alors, je remonte dans ce cas, je reprends à ce stade, et peut-être on quittera, je vous passerai la parole après vous avoir dit 2 mots de Shanghai, parce que Shanghai aujourd'hui est un peu un épicentre en Chine, évidemment. Ça, c'est là aussi le New York Times qui a annoncé cette extraordinaire floraison de musées à Shanghai. Vous avez ici le Long Museum, qui est un musée privé, que vous avez ici depuis le haut. Vous voyez que c'est au bord de la rivière. Et toute cette partie-là, c'est une grande promenade maintenant. Tout le monde fait du skateboard, etc., le long de la rivière du fleuve Huangpu à Shanghai. Et donc, c'est un projet de rénovation urbaine à l'échelle de la ville de tout ce qu'on appelle le quartier du West Bund, donc qui comprend un certain nombre de musées privés ou publics. Ici, c'est le Power Station of Art. Ça, c'est le musée public d'art contemporain de Shanghai, d'accord, financement public. Mais malgré tout, qui présente ces collections, ces quartiers, la collection Cartier de la Fondation Cartier était présentée à l'automne dernier ici, en Power Station of Art, d'accord, qui montrait Wang Yongping, vous savez, l'artiste du Grand Palais, Monumenta au Grand Palais. Vous vous souvenez de ce grand dragon? Là aussi, il était ensuite montré à Power Station of Art. Voilà, donc pour Shanghai, peut-être, je vous avais dit retail d'un côté, immobilier de l'autre, c'est évidemment, l'art est ici utilisé comme vraiment le levier de rénovation urbaine, quoi, avec ces différents projets. Ça, c'est une exposition Giacometti qu'on a montrée au Hughes Museum. C'est le Long Museum dont je vous ai parlé. Voilà. Et vous
vous êtes dans une logique, là aussi, de faire venir des grandes expositions. C'est assez... je prends deux photos qui sont, je trouve, assez parlantes. Et on retombe sur les... Vous savez, les premiers... C'est un art expérientiel, presque, vous voyez. Je ne sais pas si le mot... mais où on rentre dans un univers de lumière, on se prend en photo, voilà. Cette exposition-là, les gens, devant chaque œuvre, les gens attendaient et réattendaient. Et le prix d'entrée était de $20. $20 pour rentrer dans l'exposition. À Shanghai, c'est... enfin, ici aussi d'ailleurs, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et dans ce quartier des musées que vous voyez là, ça sont des galeries privées. Toutes les galeries privées ont été un peu... se sont évidemment relocalisées dans ce quartier-là. Attend l'ouverture cette année, et c'est aussi l'actualité, du Centre Pompidou Shanghai. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit de Malaga, il va ouvrir ici, et d'une grande collection privée. Xiao Zibing est un entrepreneur shanghaïen qui installe aussi sa collection privée. Vous avez là vraiment une valorisation immobilière à l'échelle de la ville grâce à l'implantation de musées. Voilà. C'était un peu cette conclusion chinoise en quelque sorte. Merci beaucoup, Alexandre. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Alors moi je voulais juste vous poser une question par rapport aux architectes et à ceux qui travaillent pour des projets dans tous ces pays, et on y allait vraiment dans beaucoup de pays. Je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la majorité des architectes sont des occidentaux. Voilà, c'était cette question. En fait, pas du tout. Je vous ai montré des architectes qui n'étaient pas occidentaux. Évidemment, Zahedi, que vous aviez reconnu, est né en Irak. Et l'architecte David Adjei, du HT et du musée africain-américain, il est d'origine ghanéenne, lui. Enfin, l'architecte du musée du Qatar, d'art moderne du Qatar, il est chilien. Là pour le coup, et Pei qui a construit tous les grands projets du musée depuis le Louvre, etc., il est chinois. Enfin, je ne suis pas certain que ce soit encore vraiment le cas. Donc évidemment, vous avez beaucoup d'agences européennes et américaines, mais ça s'ouvre beaucoup, les architectes, et assez logiquement parce que les clients, ils sont chinois. L'avant-dernier Printer Price est chinois. Alors je vais vous montrer cette photo-là. Voilà, l'architecte, là, c'est une agence de Shanghai. Donc, oui. À gauche. Pardon, je ne vous vois pas. À gauche. Alexandre. Pardon, excusez-moi. Du coup, moi, je voulais rebondir sur la première partie de la présentation, donc les musées un peu dans les pays du Golfe. Oui. Je voulais savoir si en fait, c'était vraiment utile et pertinent de dépenser des milliards dans des musées quand on n'a rien à mettre dedans. Non, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, précisément, par exemple, le musée du Louvre, dont on a parlé, vous avez parlé des frais d'1 milliard, mais c'est pas la construction qui a coûté 1 milliard. C'est si, parce que en fait, ils ont construit le musée et à la fin, on voit que en fait, ils louent les œuvres, ils louent plus de 300 œuvres pour près de $600 millions. Donc je voulais savoir. Sur le Louvre à Abu Dhabi. C'est une excellente question, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de beaucoup de ces musées. Est-ce que ça devient des coquilles vides? Est-ce qu'ils ont les œuvres et les collections? Donc évidemment, aujourd'hui, il est pour ainsi dire impossible de créer un musée universel, du type British Museum ou le Louvre, etc. Parce que simplement, les œuvres anciennes sont plus disponibles. Alors, s'agissant du Louvre, Abu Dhabi, parlons de celui-là, il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont dévoilé leur dernière acquisition, qui est un portrait de Rembrandt. Portrait du Christ, ça c'est intéressant, à Abu Dhabi, par Rembrandt, donc ponctuellement. La structuration de l'accord du Louvre à Abu Dhabi, les 600 millions que vous citez, en fait, correspondent à la cession de la marque. Voilà. Donc, dans le Louvre à Abu Dhabi, il y a eu
plusieurs éléments. Il y a eu la construction du bâtiment, très cher. Vous voyez la Philharmonie à Paris qui a coûté près de 500 millions. On n'est pas loin du milliard pour le bâtiment de Louvre lui-même. Ça, c'est pas l'accord. L'accord lui-même, entre les deux gouvernements, il comprend en effet cette somme de 600 millions que vous citez, correspond à la cession et à l'utilisation du trademark Louvre, qui est une très belle marque, même la plus belle marque muséale au monde, voilà, là-bas. Donc plutôt que d'appeler ça le Abu Dhabi Museum, qui est évidemment un peu moins d'emblée, pouvoir l'appeler Louvre, et ça leur a coûté ça, sur une très longue période, d'accord. Ensuite, dans l'accord, il y a également la volonté de pouvoir, au départ, il faut imaginer deux courbes qui vont se croiser, c'est comme ça que ça a été imaginé. Au départ, évidemment, ils n'avaient pas d'œuvre. Donc, les premières années du Louvre sont constituées majoritairement de prêts des collections françaises. Pas seulement du Louvre, d'un consortium de tous les grands musées français. Donc Versailles, donc le Centre Pompidou, donc le musée d'Orsay, etc. Tout le monde a contribué, d'accord, et pour faire ce parcours. Et malgré tout, ça fait 10 ans que le Louvre, l'Émirat, Abu Dhabi, et c'est dans l'accord, doit chaque année dépenser au minimum 40 millions en acquisition. Donc évidemment, ils se constituent au fil du temps leur propre collection. Donc ils achètent, et ça leur donne en quelque sorte 30 ans pour construire leur propre collection et diminuer finalement la part respective des prêts des musées français. Donc on commence très haut, beaucoup d'œuvres des musées français, mais déjà les premières acquisitions, et puis au fil du temps, vous allez avoir une majorité d'œuvres appartenant au musée là-bas, et la part des prêts français va diminuer. Et puis derrière, il y a aussi un accord de vente d'expertise, d'ingénierie culturelle, parce que fabriquer un musée de toutes pièces, voilà. Donc, mais vous avez raison, c'est un des grands enjeux. C'est pour ça que je pense que l'exemple du Louvre à Abu Dhabi est intéressant, parce que c'est impossible d'ouvrir un musée comme ça à partir de rien aujourd'hui. Enfin, et constituer une collection coûte très cher. Le Qatar, je vous ai donné l'autre exemple du Qatar, accumule depuis des années. Et ils ouvriront quand ils auront la collection. Mais il faut imaginer que depuis 15 ans, les premiers acheteurs sur le marché, c'est le Qatar. Voilà. Oui. Pardon, oui, concernant la restitution des œuvres qu'on a un petit peu abordé avant, je voulais savoir quelles pourraient être les perspectives qu'on peut dégager en ce qui concerne la circulation des biens culturels et le partage du patrimoine. Parce qu'il y a une question que ça soulève, c'est la question des conditions d'obtention des œuvres. Et est-ce qu'on est prêt à accepter une sorte de néocolonialisme culturel au prétexte de l'universalisme des musées? Ben voilà, vous avez posé les termes du débat. Non, mais c'est l'enjeu, et il faut, à mon sens, hein, il faut être à la fois prudent et humble. Je trouve que c'est très spectaculaire l'annonce qu'a été faite. Je crois qu'on ne peut pas, on ne doit pas minorer l'importance de cette annonce, et en termes de relations internationales, ça a des répercussions dans tous les pays du monde. Mais c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que finalement, si vous réfléchissez dans quel domaine, le président français aujourd'hui, le président de la République française aujourd'hui, peut simplement, par une annonce, conditionner, littéralement, poser les termes d'un débat à l'échelle mondiale. Pas beaucoup de sujets. On n'est plus finalement, aujourd'hui en France, dans cette position d'imposer au monde au moins l'importance d'un débat. C'est ce qui a été fait en l'occurrence. C'est-à-dire que dès lors que le président français dit « Moi je donne instruction au musée français de rendre dans un délai que nous allons fixer, etc. Et dès cette année, en présentant notamment au Bénin un certain nombre de pièces qu'on estime avoir été spoliées pendant la période coloniale, etc., il impose aux Anglais, et le directeur du British Museum a donné un entretien la semaine dernière, c'est la première fois qu'il évoquait officiellement en public la question des marbres du Parthénon, parce
que les Anglais appellent le Lord Elgin Marbles, c'est-à-dire que c'est toute la frise du Parthénon en Grèce a été démontée, emmenée, on la voit aujourd'hui. Vous allez à Londres, c'est les grands chefs-d'œuvre de l'humanité, donc vous allez voir cette frise, ces cavaliers comme ça sur la frise du Parthénon. Il a pris position, et c'est un contentieux très fort entre la Grèce et la Grande-Bretagne, naturellement. Donc, un premier constat, c'est dans ce domaine-là, la parole de la France est fondamentale. C'est un sujet sur lequel il y a une expertise française reconnue dans le monde entier, il y a une influence française très forte, etc. Confère l'extraordinaire aussi succès du Louvre à Abu Dhabi. Les gens n'y croyaient pas quand on a signé cet accord. Et les Anglais, pour dire les choses crûment, les Anglais sont tombés de leur chaise. Ils ont été véritablement ulcérés. Réunion de crise du gouvernement britannique. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays de notre zone d'influence, Abu Dhabi. On a là-bas une relation de monarchie à monarchie. Qu'est-ce que les Français viennent foutre là et vendre leur... c'est pas chez eux. Et je peux vous dire que depuis, mettre les pieds dans ces pays-là, les Anglais ferment la porte, claquent la porte. Hein. J'ai souvenir de missions au Qatar où on était perçu parce que les Anglais ne voulaient pas qu'on le soit. Après. Donc voilà, les enjeux sont pour la France en tout cas. Et après, attention quand on parle de néocolonialisme, je voulais juste poser cette voilà, l'idéal du musée universel, c'est-à-dire d'ouvrir, voilà, de donner à voir et à comprendre dans des conditions optimales de présentation, etc. D'études aussi, qui sont des œuvres qui peuvent être étudiées, qui peuvent être prêtées, qui peuvent, vous voyez, des œuvres dont on estime qu'elles appartiennent à l'humanité tout entière. C'est pas un idéal qu'on doit balayer d'un revers de manche. Au Bénin, par exemple, il y a des musées, et pour des populations qui sont à 6000 km de la France, absolument. qui ne peuvent pas voyager, comment elles y accèdent? Que la question soit posée, je commençais par là, c'est, je crois, fondamental, et c'est un acte historique qui a été posé par, pour le coup, la République française, en disant on va présenter ces œuvres, etc., dans un pays où elles sont nées. Mais dans ce cas-là, je pose juste, en quelque sorte, les questions que ça implique, et qui sont nombreuses et assez vertigineuses. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la France devrait réclamer le rapatriement de tous les tableaux de Claude Monet? C'est le paysage de l'Île-de-France, c'est fondamentalement français, c'est un peu plus français que les impressionnistes, etc. Et à mon sens, ce qui fait l'universalité, quelque part, un peu le succès ou l'attractivité de la France, c'est le fait que Claude Monet est devenu presque une icône de la France, mais qu'il est présent dans tous les musées de la planète. Claude Monet est très très diffusé. Amérique, Asie, tout le monde a son Claude Monet. Vous voyez? Donc, oui, la question, il fallait la poser. Juste attention aux réponses trop simples et trop tranchées. Mais oui, c'est fondamental et historique. Bonsoir. Bonsoir. La question est beaucoup plus pragmatique. Finalement, le nouveau modèle économique des musées et les nouvelles activités qu'il va y avoir, ce qu'il y avoir il y a 50 ans, est-ce que aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont recherchées et quel est on va dire les compétences pour des élèves en relation internationale qui peuvent être recherchées et qui pourraient faire que les élèves en relation internationale postuleraient dans des musées pour, par exemple, assurer des contrats d'exposition dans d'autres pays. C'est mon métier, je peux vous en parler. Il y a beaucoup, les musées, quand on dit un musée, ça regroupe beaucoup de métiers. J'ai parlé tout à l'heure, parce que l'agence d'Adrien Gardel est représentée ce soir, du métier de muséographe, c'est-à-dire ça c'est le métier du design et de l'architecture, d'accord? Donc tous les métiers du design et de l'architecture qui ont lié à... Voilà, ce sont des métiers extrêmement demandés aujourd'hui par les musées. Et pas seulement par les musées, parce que les musées sont prescripteurs. Songez que les deux grands musées privés qui s'ouvrent à Paris, à savoir la fondation Louis Vuitton
Et de cet automne, la Fondation Pinault le sont par des groupes de luxe, qui sont des industriels français. Et pourquoi? Parce que montrer des œuvres d'art, finalement, c'est un métier. Montrer des sacs à main dans une vitrine, quelque part, s'inspire et joue de ces codes-là, évidemment. Donc, ce sont des métiers, quand je dis muséographe, scénographe, etc. Et je vous ai cité le cas de Cartier, autre industriel, qui se trouve avoir lui aussi un musée à Paris, la Fondation Cartier, présenter sa collection à Shanghai, avec dans une scénographie d'un scénographe français, etc. Donc, premier constat, c'est que ce sont des compétences et des métiers qui ont partie liée à ce qui est aujourd'hui la première industrie française en termes de. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les métiers. Là, je vous parle tous les métiers d'intermédiaire, en ingénierie culturelle. Moi, mon métier aujourd'hui, depuis le Pompidou, c'est d'organiser et de vendre des expositions. Donc, comme voilà, il y en a qui vendent d'autres choses, aussi des armes, des voitures, littéralement, je prends des expositions, je les vends à l'étranger, à des musées étrangers. Voilà. Et finalement, dans ce métier-là, c'est la marque France est plutôt reconnue. Voilà. Et le Louvre Abu Dhabi en est un bon exemple. C'est-à-dire que ce sont des métiers où on embauche des Français, où voilà, c'est. C'est-à-dire que dans l'organisation des musées, il y a l'entreprise, il y a des commerciaux, il y a des programmes managers. Oui, alors dans un musée, tous les métiers d'un musée, vous allez avoir tous les métiers donc, qui sont liés à l'histoire de l'art, du curator, celui qui conçoit les expositions, le conservateur qui connaît la collection, qui va acquérir les œuvres, qui va connaître les artistes, etc. Et qui travaille en équipe. Et ensuite, vous allez avoir tous les métiers techniques aussi, qui sont la régie des œuvres. Quand on manipule une œuvre qui vaut 100 millions, 150 millions, vous avez vu des œuvres de Giacometti, la sculpture que vous avez devant les yeux, elle était assurée à 100 ou 150 millions. Donc la toucher, la manipuler, est un métier très technique. C'est une œuvre, par exemple, vous êtes allé à New York, expertiser une œuvre de Giacometti, qui était l'homme qui pointe. Vous voyez l'homme qui pointe de Giacometti, comme l'homme qui marche, il a juste le doigt tendu, qui a été vendu, qui était estimé à 140. Il fallait regarder sous la sculpture pour voir le poinçon de l'artiste, etc. Et donc, on était chez Christie's, qui allait la vendre, et on lui a dit, pour pouvoir vous donner le certificat, vous assurer que c'est vraiment. Il faut qu'on puisse regarder sous la sculpture. Donc, que vous la renversiez, qu'on puisse regarder dessous. Et bien, ils avaient toute leur équipe, et l'assureur, le patron de l'assurance, ils étaient là. Parce que, voilà. Donc, tous ces métiers-là, assurance, régie, qui sont des métiers techniques de la Chenu, est presque le leader mondial du transport des œuvres d'art. Une entreprise française à Paris. Et puis ensuite, tous les métiers du marketing, de la vente, de la communication autour du monde de l'art, du marché de l'art, etc. Christie's, je vois qui est le numéro 1 mondial sur le marché de l'art et propriété d'un collectionneur français. Donc oui, c'est un. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Je voulais savoir si la croissance du marché de l'art, vous avez parlé de 8% en plus par an, c'était pas la création d'une nouvelle bulle financière et spéculative et que ça ne causait pas un risque puisque ça crée de la valeur mais indexée sur rien du tout et que ça ne risquait pas de créer une nouvelle crise. Si. Pourrait contager. Pardon, bien sûr, le risque est là et connu. Les 8%, quand j'avais cité 8%, vous savez, c'était au moment où je parlais des skieurs chinois. Non, c'est 8%, c'est la croissance l'an dernier du marché du tourisme en Asie. Ce qui est mieux que ce que faire votre épargne. Mais le marché de l'art, évidemment, c'est un des acteurs. Quand on parle de tous ces musées, de ces collections, donc de ces espaces d'exposition qu'il faut remplir d'œuvres, c'était la question que vous aviez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on montre dans ces musées? Ça soutient évidemment ce marché de l'art. Il faut montrer des artistes, il faut montrer des œuvres, etc. Ensuite, oui, quand vous dites ça repose sur rien, ça repose sur une demande, parce que l'art aussi, considérer le marché de l'art
comme peut-être un des derniers grands marchés, ou le dernier grand marché qui ne soit pas totalement régulé. Aujourd'hui, c'est très difficile, enfin, les marchés financiers sont très régulés. Vous ne pouvez pas déposer 20 000 € sur votre compte en banque sans avoir la police, la brigade financière qui s'inquiète de vos impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le marché de l'art est un marché très liquide, très international et finalement assez opaque. C'est encore plus risqué. Et encore plus pratique. Et que vous avez beaucoup d'argent, la question c'est, il y a beaucoup de liquidités sur le marché qui sont difficiles à placer, à déplacer, etc. Je prenais l'exemple d'un Giacometti par exemple, qui peut valoir plusieurs millions, qui a cette taille-là. C'est pratique. Les millions, vous ne pouvez pas les transférer comme ça d'un compte à l'autre, vous ne pouvez pas les prendre en actions. Si vous vendez vos actions, vous êtes... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, et puis est-ce que ça vaut 3, est-ce que ça vaut 4, est-ce que ça vaut 10? Voilà. Et les grandes galeries, elles ont des points de vente dans toutes les grandes villes de la planète. Donc c'est très pratique aussi. Voilà. Enfin, le marché de l'art est plus complexe que... C'est un marché complexe. Et aujourd'hui, comme l'immobilier, c'est it's a way of parking your money fast. Dernière question. Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. Je voulais avoir votre avis ou votre vision sur... n'avez-vous pas peur que cette appréhension commerciale et politique de l'art à l'échelle globale, avec la mondialisation à tous les niveaux aujourd'hui, ça donne une certaine unification de l'art en général en tant que tel et une certaine disparition de la richesse culturelle, de la richesse artistique des différentes cultures justement? Oui, c'est une question, vous posez une très bonne question. Il me semble que le risque est plus avéré pour, justement, quand on est dans le marché, dans les foires d'art. Or, en réalité, ce qui est assez formidable avec les artistes, c'est qu'ils se définissent souvent en contradiction. Et justement par la contradiction avec ce qu'on attend d'eux, le marché, etc. Donc, et c'est peut-être aussi ce qui fait le prix et la valeur des artistes, c'est qu'ils sont à côté. Ils ne vont pas fournir ou donner ce que le marché attend d'eux. Et toute une part de l'art aujourd'hui, pensez à aujourd'hui, par exemple, deux grandes dimensions de la scène artistique aujourd'hui, qui a ses répercussions dans le marché. Souvent, le marché est précurseur. Il ne faut pas imaginer que le marché de l'art est the bad guy. Et finalement, dans leurs grands musées, les conservateurs ou historiens auraient la vision juste de... Pas du tout. Je prends deux exemples. L'exemple de l'art des femmes aujourd'hui. Voilà. Souvent, il est porté, les femmes qu'on redécouvre, les artistes femmes, ont été oubliées, objectivement négligées, leur rôle a été minoré dans l'histoire de l'art. Par les historiens d'art, par les institutions, par les conservateurs. Et c'est tout le rôle des Guerrilla Girls. Vous savez, ce groupe, si vous allez voir ce que font les Guerrilla Girls, dit pourquoi au musée, il faut être, quand on est femme, il faut être naked on the walls. C'est le slogan fort des Guerrilla Girls, qui est de dire non, ceux qui portent aujourd'hui la redécouverte, ce mouvement de redécouverte de l'art de certaines artistes, d'artistes femmes, etc., c'est le marché. Ce sont les galeries qui font ce travail-là. Et il y a un travail qui n'a pas été fait par les musées et les institutions. Et aujourd'hui, les artistes femmes qui prennent de la valeur, c'est aussi une reconnaissance de ce travail de redécouverte, et ça vaut aussi pour les artistes noirs américains. Par exemple, les artistes African-American artists aux États-Unis sont portés par les galeries. Grand dîner de vernissage hier soir Gagosian pour Theater Gates. Donc les galeries font ce boulot-là. Il ne faut pas croire que... Et finalement aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les musées courent après le marché pour montrer ces artistes-là. Montrer les artistes femmes qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent, montrer les artistes noirs, enfin, vous voyez, cette diversité-là. Et d'où vient cet engouement, je dirais, pour l'art contemporain
Eh ben, c'est un petit peu, j'ai essayé d'y répondre quand même, voilà, en disant aujourd'hui notre culture porte cet engouement-là, par ce besoin que nous avons, cette culture dans laquelle nous vivons, qui est une culture fondamentalement de l'image, une communication par l'image. Je pense que je lis l'engouement de l'art contemporain à travers ce prisme-là. Alexandre, nous te remercions.